Bonjour à toutes et à tous. Ça ne vous a sans doute pas échappé, le jeudi dernier, le Hellfest a dévoilé sa programmation, ce qui, selon nous, a justifié le premier hors-série de Vivement Doux-Manche. Un épisode, un hors-série, C'est ça, exactement, on est sur des statistiques hyper cohérentes. Il y a beaucoup de choses à dire sur le fond comme sur la forme, et on a décidé de prendre un petit peu de temps pour analyser d'une part l'affiche, d'autre part les commentaires, et encore une fois, de donner notre avis péremptoire. Évidemment. Et aussi un peu le contexte dans lequel l'affiche a été annoncée. Ça a été fait dans le cadre d'une émission Twitch, qui monte aussi... présenté par Julien Méniel de Dans ton corps, qu'on a reçu dans l'émission. On mettra le lien évidemment en description. Exactement. Donc ça correspond un peu à la volonté du Hellfest depuis la Hellfest TV remaniée l'an dernier, de vraiment être présent sur les réseaux sociaux, sur Twitch, etc. Ce qui correspond à l'évolution du public qui vient au Hellfest aussi. Hein. Et l'émission était plutôt bien. Alors, il y a eu des couacs et des bugs, ça tout le monde l'a vu, juste avant l'affiche ça a frisé, il y a eu plusieurs moments où ça a bugué, on voit qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément très à l'aise à prendre la parole à l'oral externe, mais je trouvais que c'était plutôt bien l'idée d'une part, même si ça aurait peut-être mérité un peu plus de temps à l'annonce de l'affiche sur les réseaux sociaux, vraiment pour qu'on ait une analyse, mais il y a un point qui était plutôt très intéressant, c'était quand même le fait d'avoir quelques anecdotes. On aurait aimé en avoir plus, mais il y a quand même eu cette volonté de présenter au moins succinctement chacun des 177 groupes annoncés, avec notamment la présentation de groupes un peu moins connus que certains, un contexte, notamment tous les noms dont on reviendra, mais il y a pas mal de super groupes dont on n'a jamais entendu parler qui sont assez hauts sur l'affiche, et à chaque fois ils ont dit ok, ce groupe là c'est ça, c'est pas encore sorti mais ce sera ça, et ainsi de suite, ce qui permet de se retrouver dans cette affiche qui est quand même encore une fois dense. Et notamment sur la vallée, la Warzone, il y a eu pas mal d'anecdotes qui est données par le programmeur, qui était... Programmateur. C'est vrai que c'est un peu moins con comme mot. Que programmeur. Ouais, ça va, reste tranquille. Et du coup, c'est vrai que c'était plutôt hyper intéressant de voir ça, et c'était aussi intéressant parfois d'avoir des anecdotes sur comment les groupes sont choisis, c'est-à-dire ce qu'on apprend malgré tout, même si on s'en doutait un peu, c'est qu'au final, il y a beaucoup plus de demandes que de places sur le line-up, ce dont on se doutait un peu quand même. Effectivement, ils ont vraiment insisté sur le fait que la balance s'est renversée, et que maintenant, les groupes viennent démarcher le Hellfest pour y jouer, et le Hellfest doit à peine démarcher maintenant en fait, je suppose. Exactement, donc ce qui inverse un peu la logique, c'est-à-dire comment vous faites le choix, il y a un peu de goût personnel, mais ils ont plusieurs fois mentionné le fait que c'était pas leur goût personnel qui drivait la volonté de booker tel ou tel groupe, c'était quand même plutôt davantage la façon dont ça correspondait au public qui vient aujourd'hui. Donc il y a eu la présence sur les réseaux sociaux, certains ont manqué exactement les groupes qui font du buzz ou qui ont beaucoup de likes parce qu'on voit qu'ils sont bien aimés par le public habituel du Hellfest. Qui sont très installés, et plusieurs fois a été répété le fait que si ils devaient faire une affiche qu'avec leur groupe personnel, elle ressemblerait pas nécessairement à 100% à celle-ci, mais en même temps elle ramènerait pas non plus le public, elle ramènerait pas la quantité publique du Hellfest. Et en tant que programmateur, leur mission est de transmettre des émotions. Programmateur. Leur mission est de transmettre des émotions et de plaire aux personnes qui leur font. Le seul point où je sais qu'il y a eu beaucoup de débats, après on en reviendra évidemment sur l'affiche en tant que telle, c'est quand même les visuels cette année. C'était très particulier, alors je sais qu'on a des avis assez partagés parce que je trouve assez cool, et ça je suis d'accord avec toi, je pense que tu y reviendras, c'est le fait d'identifier chaque scène à un avatar façon carte de tarot. Ouais, le tarot de Marseille qui est quand même une esthétique qui revient beaucoup dans le métal. C'est vrai, mais j'ai quand même trouvé que visuellement c'était pas très joli. Ouais, la façon que c'est fait. Ouais, moi je trouve ça moche aussi. Et le point qui me semble vraiment déterminant, c'est que d'un côté, mais ça je pense que c'est aussi ton point de vue, c'est que d'un côté tu as cette volonté de créer une identité par scène, tout à fait, sur des scènes qui n'ont plus d'identité. Qui ont des identités moins marquées que... Nettement moins marquées, on y reviendra après. Et du coup, je trouve que c'est un peu étrange, du coup, cette volonté de... Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde qui s'identifie, c'est toujours le cas, mais c'est moins prégnant qu'avant, qui s'identifie en une scène. La Warzone, peut-être, mais genre, à l'époque, de Stoner Doom, c'était... tu t'identifies à la vallée. Les personnes qui restaient tout le temps sous la vallée. Exactement, c'est plus des masses le cas, parce que la progrès est différente, etc. Donc sur les visuels, je sais que ça a beaucoup fait couler d'encre, mais bien sûr. Tout le monde n'était pas hyper convaincu. Je trouve que la stratégie est bonne, dans le sens où, effectivement, tu personnifies une scène, parce que t'as quand même un certain attachement à une scène plus qu'à une autre. Le tarot de Marseille, c'est un immense classique dans le métal, donc encore une fois, pourquoi pas. Mais en fait, moi, c'est surtout le trait, en fait. Tu vois, ce côté très lisse, très numérique, en fait, que je trouve pas incroyable. Ça a été aussi accueilli fraîchement par le public. Le teasing était insupportable, c'est-à-dire que l'affiche est sortie un peu tard. En plus, t'as eu les 6 jours où il y avait chaque jour le truc du tarot de Marseille et tout, tu vois, avant le dévoilement total de l'affiche. Peut-être un peu long, peut-être esthétiquement un peu plus lisse que par les autres années,
Mais c'est peut-être la première fois on a vu des commentaires positifs sur l'artwork du Motocultor. Ouais, et des commentaires négatifs sur le Hellfest, alors que d'habitude c'était quand même plutôt le contraire, et totalement, à juste titre. Mais et c'est vrai que cette année l'affiche est sortie très tard. C'est quand même un point à prendre en compte. On a regardé les années précédentes, c'était toujours aux alentours de la mi-octobre, voire novembre certaines années. Là ça sort le 15 décembre, ce qui fait que déjà... Ça se justifie par un 4e jour d'une part, et d'autre part quand ça sortait, on va dire en novembre, il y avait encore peut-être une quinzaine de groupes à annoncer. Là, je crois qu'il en reste peut-être 4, 5, il en reste quelques-uns tout au 10, plus. Quoi. Ouais. Alors que là, c'est vraiment la quasi-intégralité. Je crois qu'ils ont annoncé 177 sur l'affiche, il y en a un 178e qui avait déjà été confirmé, et je crois qu'il y aura 180 ou 182 groupes, un truc dans le genre. Ouais. Donc c'est quasi complet, mais c'est vrai que c'est arrivé très tardivement, du coup, globalement, on a beaucoup été spoilé par les autres festivals qui sont plus ou moins dans la même période. Exactement, le Graspop, le Copenhagen. Exactement, où il y a quand même des choses qui sont vraiment... Le Freak Valley, l'Outbreak pour le hardcore, qui se permet un peu d'avoir des nuggets et des indices sur ce qui tourne en ce moment. Tous les groupes américains qui sont en Europe à cette période-là. Et le point qu'on peut mettre en parallèle aussi avec le fait d'être un peu spoilé par les autres festivals au même moment, c'est que la technique du Hellfest, qui est de globalement vendre l'intégralité de ses tickets, alors même qu'il n'y a aucune connaissance du quelconque groupe, vu le timing, ça a deux conséquences. C'est que d'une part, déjà, comme toujours, il y a toujours cette problématique que vous payez de plus en plus cher pour une affiche que vous connaissez pas du tout. Et il y a bien un moment, je pense, où ça va commencer à être de plus en plus dur pour les gens de se dire ça. Et surtout, ça crée un peu un truc qui est de dire, en gros, une fois que t'as lâché 300 balles pour le Hellfest... 330, ouais. 330, même si l'affiche te plaît un peu moins, une fois que t'as déjà sorti, que c'est déjà débité de ton compte, il y a peut-être des gens qui vont se dire, bon allez, tant pis, j'y vais quand même, alors même que potentiellement, ils y seraient pas allés. Donc... Pour moi, effectivement, c'est deux choses de dire qu'on a fait un effort financier pour aller au Hellfest. Effort financier qu'on a, entre guillemets, encaissé parce que l'affiche arrive 2 mois après. Et se dire, ok, 330 balles, cette affiche-là, est-ce que ça les vaut ? Est-ce que, en fait, le rapprochement se fait moins nécessairement. Parce que c'est a posteriori, ouais. Tout à fait, ouais. Et même si personne ne gardera sa place de type, en fait, revendre sa place du Hellfest, c'est une formalité. C'est une autre démarche de revendre une place que de ne pas la prendre, en fait, complètement. Je trouve. En tout cas, ce qui est certain, c'est que peut-être chaque année, il y a des gens qui sont déçus par l'affiche. Ouais, objectivement, c'est toujours des débats, des sempiternels débats. Mais là, globalement, elle a quand même été reçue très fraîchement. Je trouve aussi. Ouais. C'est en tout cas mon sentiment. C'est peut-être bien aussi, ouais. Il y a des gens, on en parlera parce que le public a un peu évolué, qui ont vraiment mis le doigt sur des groupes qu'ils voulaient absolument voir, etc. Ce qui est normal. Bien sûr. Mais il y a 177 groupes, il y a des gens qui sont hyper contents parce qu'ils ont tous leurs groupes favoris qui s'enchaînent et c'est bien logique. Mais c'est vrai que de manière générale, l'accueil était un peu frais et les gens ont été peut-être un poil déçus par rapport à l'année dernière qui a fait une unanimité incroyable. Après, il y a plein de raisons. La première raison, c'est déjà quand tu sors d'une édition absolument gargantuesque comme en 2022 où tu as 7 jours. Metallica, ça brise quand même un plafond de verre en fait. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel autre groupe grosse tête d'affiche auquel tu pourrais t'attendre réellement ? Il y en a plus des masses qui sont de cette importance-là. Donc ça a quand même... on revient sur des têtes d'affiche entre guillemets classiques. Ouais. Voilà. L'autre truc, c'est que y a eu 7 têtes d'affiche annoncées l'année dernière. Les têtes d'affiche de l'année dernière sont sur tous les autres festivals, notamment Ghost par exemple qui était en exclusivité. Metallica aussi. Metallica effectivement. Ouais. Et cette année, on revient sur du coup des choses un peu plus petites et surtout sur des têtes d'affiche qu'on a vu il y a pas si longtemps, Maiden en 2018, Kiss en 2019, Slipknot en 2019 dans le cadre du Notfest et 2015 aussi. Avant, ouais. Exactement, ouais. Donc c'est ça, il y a un peu du vu et du déjà vu, on verra, il y a quand même des nouveaux groupes, on en parlera, on a fait quelques statistiques, c'était plutôt bon. Et le troisième point, je pense, qui fait vraiment que l'affiche a été reçue fraîchement, c'est aussi en raison de l'évolution du public. On l'a déjà mentionné 40 000 fois, le public bouge beaucoup, essentiellement depuis 2015, on va dire, postérieurement à 2015. Et l'affiche du Hellfest suit l'orientation. C'est-à-dire qu'avant, c'était un festival métal. C'était quasi exclusivement du métal, donc le public est un public métal. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils l'appellent d'ailleurs, ils disent que c'est un festival musique extrême. Musique extrême, ouais, ce qui fait que désormais, vous avez du gothique, vous avez plusieurs genres, il y a quand même plus de musique électronique qu'on retrouve. L'an dernier, il y a quand même les Bloody Beetroots. Donc on voit qu'il y a une ouverture, et du coup, par définition, ça suit aussi l'ouverture du public. Et donc, nécessairement, et on le verra, il y a certains genres qui sont un peu délaissés, parce que de fait, ils sont de moins en moins présents dans le monde métal. Et ce qui fait que si vous êtes un die-hard fan de la première heure qui écoute que du death, que du black,
Cette année, pour 330 €, c'est hyper léger et vous allez pas vraiment vous y retrouver. Donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça suit en plus l'espèce de gatekeeping qu'on retrouve dans le Hellfest. Genre, c'est mon précaré depuis 20 ans, j'étais là en 2007, 2008, 2009, 2010, ça change, l'affiche me plaît plus. Il y a aussi cette logique derrière. Bien sûr. Ils ont communiqué sur Twitch aussi le fait qu'ils savaient que pour beaucoup, le public actuel ont peut-être 3 Hellfest dans les jambes. Je sais pas, t'en as combien, beaucoup trop. Ouais, beaucoup trop. moi de même. Mais et du coup, c'est aussi une affiche qui, quand t'en as fait pas mal, tu te dis bon, ok, j'ai vu quand même pas mal de trucs. Il y a peu de nouveautés, il y a peu d'exclusivité, il y a peu de groupes à l'ancienne. Mais en même temps, c'est une problématique que ne rencontre pas la majorité du public qui sera là, vont découvrir toutes les grosses têtes d'affiches qu'ils ont peut-être jamais vues, tout à fait, ouais. etc. Donc c'est la raison pour laquelle on a voulu faire cette petite vidéo pour un peu vous dire est-ce que les gens ont raison, oui ou non, de râler. C'est un peu le débat au filigrane. Donc on va évoquer tout ça ensemble dans différents segments de cette vidéo. Alors il y a globalement 6 constats un peu généraux, avant de rentrer dans le détail, qu'on a pu faire qu'on a identifié en regardant cette affiche. Le premier, c'est quand même que le 4e jour devient la norme. C'est-à-dire qu'on voit ce mouvement... Ça, c'est pas trop dur à constater, tu vois. Genre, l'affiche, elle est en 4 et tout. On est très très intelligent, c'est pour ça qu'on a mis... on vous fait une vidéo pour vous parler d'un 4e jour. Il y a moyen que ce soit une journée comme le jeudi de la 2e édition, qui commence vers 15. Exactement. Vers 15-16, tu vois, genre une demi-journée entre guillemets. Je pense que c'est ça. En tout cas, le Hellfest de l'an dernier a quand même laissé des traces. La logique du 4e jour, je pense que tout le monde s'est rendu compte que c'était pas une mauvaise idée. Ça permet de faire baisser les coûts de production. Exactement, sans faire baisser le prix du billet naturellement. De toute façon, Ben Barbeau l'a quasiment pas caché. Il a dit il y a 2 raisons qui ont justifié cette journée. Il y a un aspect économique. Bien sûr. Et ça, on n'est pas vraiment étonné avec ça. Et le deuxième, c'est qu'il y avait a priori une tête d'affiche qui ne pouvait venir que le jeudi, qui manifestement ne s'est pas faite, donc on n'a pas plus d'infos. Des raisons de santé, ouais. Exactement, donc est-ce que c'est sur Ozzy sur les réseaux sociaux, tout le monde parle d'Ozzy, qui a sorti un album cette année et qui effectivement n'est pas venu en Europe depuis assez longtemps. Donc c'était le point, donc moi je pense que c'est plutôt une bonne chose d'avoir ce 4e jour, surtout s'il commence par exemple en 15h, parce que c'est bête, mais les gens qui vivent pas dans le coin, le fait de pouvoir prendre la route le jeudi matin, t'arrives à midi, tu fais ton truc, t'as ta première journée. En différé, comme ça, c'est sympa. Ouais. Et exactement, et surtout que la compensation aussi, c'est que ils ont annoncé que la journée du dimanche finirait beaucoup plus tôt. Ils ont dit, je crois, minuit ou minuit et demi le concert final, ce qui veut dire, encore une fois, pour les gens qui, comme moi, chaque année bossent le lundi matin, c'est un peu moins violent que quand tu termines à 2h. Donc en tout cas, le premier constat, c'est que la 4e journée, elle est sanctuarisée, et je suis pas sûr qu'il y ait qui puisse revenir en arrière. Je pense que c'est un effet cliqué, il y aura plus jamais 3 jours, je pense. C'est difficile à dire, mais ce serait pas surprenant. Ouais. Exactement, qu'ils maintiennent ça, donc ça c'est un peu le premier constat. Le deuxième constat, qui est un peu plus étonnant, parce que on râle beaucoup sur ces conneries-là à chaque année, tout à fait, ouais. Et c'est qu'en fait, il y a beaucoup de nouveaux groupes. Les réseaux sociaux, tout le monde était en mode ouais, non mais on a déjà vu toute l'affiche, c'est que du vu, du revu, du réchauffé et tout. Et en fait, les statistiques, on les a fait en 2 jours, donc on n'est peut-être pas à un groupe ou 2 près, mais on a fait un beau tableau Excel. On a fait un bel Excel, ouais, exactement. 2 passions, le métal, les tableaux Excel. Mais il y a 177 groupes annoncés, et on en a identifié 87 qui viennent pour la première fois. Ce qui fait la... Oui, ça doit être 45% par là, en tout cas c'est quasi la moitié. Une petite moitié, ouais, tout à fait. Exactement. Et donc quand on voit tout le monde qui sur Facebook et tout, est en mode ouais non mais on a tout vu, tout vient tout le temps, ce genre de choses, c'est quand même difficilement défendable. La réalité, je pense que cette impression-là vient aussi du fait que pour l'essentiel, les nouveaux groupes ne sont pas des têtes d'affiche. Ouais, alors on verra, il y a quand même beaucoup de nouveaux groupes en tête d'affiche malgré tout, par rapport à... Parce qu'à un moment, les têtes d'affiche, ça se renouvelle pas comme ça. Il y a des groupes qui sont vieillissants, qui mettent fin à des tournées. Forcément, c'est de la promotion, entre guillemets. C'est des groupes plus jeunes qui deviennent des têtes d'affiche, ce qui peut ne pas plaire à des gens. Mais quand tu vois Parkway Drive, qui est dans une grosse tête d'affiche, bon, il y a des trucs qui me trigger un peu, genre Architects, qui est au-dessus d'In Flames. Bon. Ça, c'est ta guerre, mec. Voilà, c'est ma guerre, je sais que tu t'en bats. J'en ai absolument, mais rien à foutre. Mais c'est vrai que l'essentiel des groupes qui sont nouveaux sont des groupes en début de journée, en milieu de journée, mais mine de rien, ça veut dire pas mal de découvertes. Et du coup, ça casse un peu. Et cette année, je trouve plus que les autres années, où notamment sur la Vallée et la Warzone, il y a pas mal de trucs que je connais pas. Là où l'année dernière, elle était ultra fat. Mais genre, on connaissait tout. T'avais déjà tout vu en salle ou au fest. C'est ça, à 10h30, les groupes, tu les connaissais. Là, il y a plein de trucs, tu vois, genre, qui me rendent assez curieux. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui sont non seulement des nouveaux groupes pour le Hellfest, mais qui vont certainement être des découvertes pour les gens. Et ça, c'est aussi un point, c'est-à-dire qu'on a tendance à se focaliser uniquement sur les têtes d'affiche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour les têtes d'affiche. Mais si t'es passionné, t'es quand même toujours content de découvrir des nouveaux groupes, soit de découvrir musicalement, soit de découvrir pour la première fois en live. Et ça, je pense que ça va vraiment le permettre. Et encore une fois, les chiffres sont assez étonnants. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de nouveaux groupes, mais c'est une réalité.
On n'a pas truqué les chiffres, on n'est pas payé par le Hellfest pour dire tout ça. Et l'autre truc, c'est que moi j'aimerais quand même un peu nuancer les types qui disent ouais non mais les têtes d'affiche c'est tout le temps les mêmes. Les têtes d'affiche, le truc c'est que la plupart, notamment sur la Main Stage 1, on les a vus il y a pas si longtemps. À part Motley Crue, tu vois. Def Leppard c'est 2019, Kiss c'est 2019. Motley Crue c'était quoi? C'était début 2010 je crois 2012. Okay. C'est ça. Mais mine de rien, on se retrouve avec Tenacious D, Incubus qui viennent pour la première fois. Ouais. Machine Gun Kelly, ok ça fait débat mais c'est pareil, première fois aussi. Pantera, bon l'occasion fait le larron, ils sont formés cette année, ils sont là. Ça fait quand même sur les... allez, si on prend les deux premières têtes d'affiche des deux trucs, il y a quoi? Ça fait 2, 4, ça fait 16. Sur 16, il y a quand même 1, 2, 3, 4... Il y a un quart qui viennent pour la première fois. C'est pareil sur les têtes d'affiche des autres scènes, je crois qu'il y a Black Flag. Ouais, Fishbone qui sont jamais venus. Exactement. C'est très très classique sur la vallée et sur les autres. Behemoth, The Who, Fields of the Nephilim, ça fait longtemps, mais ils sont déjà venus. Mais ils sont déjà venus, ouais. Mais quand même, je trouve que les gens abusent un peu sur cette critique de vue et revue. Ouais, je pense qu'il y a des trucs, c'est qu'il y a des critiques qui reviennent souvent et qui sont justifiées. Et il y a un peu cet entrain ensuite à vouloir dire ah c'est bon c'est déjà vu, mais en même temps il y a une réalité, c'est que quand on est des personnes comme toi et moi, il y en a beaucoup où ça va être leur 12e Hellfest, leur 13e Hellfest, leur 4... évidemment que tu les as vus. T'as des têtes d'affiche, il y a des groupes de cette taille là, ils popent pas tous les jours. Bien sûr. Forcément, et là il y a quand même pas mal de renouveau et je trouve que c'est plutôt un vrai bon point de cette affiche qu'on peut pas renier. Le troisième constat, et celui-ci ça fait un peu plus grincer des dents, on va dire le public originaire du Hellfest, c'est quand même... Eh, t'as du mal, toi, aujourd'hui. Originaire, ça se dit aussi. Ouais, les deux, on vérifiera sur le Wiktionnaire. Là-bas. Allez, hop. Ouais, ok. Bon, c'est dimanche matin, ok. Et il y a la finale de la Coupe du Monde dans 2 heures, c'est le stress qui monte, ok. Donc, on se dépêche. Reste tranquille, l'italien, ok. Le premier point, c'est quand même le délaissement des genres extrêmes. Et ça, honnêtement, ça variait d'une année à l'autre. Il y avait des années où l'Altar et la Temple étaient pas terribles, il y a des années où l'affiche était pas très nombreuse, mais t'avais quelques petites pépites qui fait que des gens se disaient je suis prêt à payer le prix pour aller voir tel groupe que j'ai pas vu depuis longtemps ou qui est rare. Là, c'est quand même pas le cas. L'affiche est quand même plutôt faible en Black et en Death. Ouais. C'est quand même très très limité et surtout c'est sans surprise. C'est-à-dire que bon, Behemoth c'est très chouette, mais ça fait 184 fois qu'on les voit en 5 ans. Dark Funeral, Gorgoroth, 1349. C'est vraiment du vu et déjà vu. Alors même que y a une immense mouvance core qu'on trouve énormément. Alors ça pour le coup le metalcore et le deathcore. Et cette année il y a une allonge mais. Alors ça bon moi j'aime ça donc je vais rien dire mais clairement si vous aimez le death un peu old school et que vous êtes très fan de black vous allez pas vous mettre grand chose sous les dents. C'est en death old school il y a quoi? Il y a Bloodbath et oui qui est peut-être le truc que les gens vont attendre parce que leur dernier album a beaucoup été aimé. Suffocation, Hypocrisie, enfin tu vois genre tu sais il y a 3 trucs tu vois, Venefiction au tout début mais. C'est pas fou. En black, il y a un peu plus, il y a un peu plus certain, mais globalement, on constate quand même que les genres extrêmes sont vachement délaissés. Alors, est-ce que c'est un choix éditorial? Est-ce que c'est tout simplement parce que ça intéresse moins le nouveau public, entre guillemets, du Hellfest? Ou est-ce que c'est un peu... c'est conjoncturel, il y a moins de groupes qui tournent, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être pris en compte, mais en tout cas, c'est un constat qu'on est obligé de faire. Le 4e constat qu'on a fait aussi, qui me semble vraiment déterminant, c'est qu'on voit quand même une perte de spécialisation des scènes. C'est-à-dire qu'à l'époque c'était un peu caricatural parfois, parce que c'était pas tout à fait vrai, mais l'idée globale c'était les main stage, vous avez les têtes d'affiche et les groupes un peu up and coming, et vous aviez ensuite Altar, Temple, c'était Death Black, La Vallée c'était Stoner, Doom, Sludge, et vous aviez la Warzone, c'était tous les joueurs encore, et un peu le grind, etc. Mais non, surtout le punk aussi. Et le punk, effectivement c'était hardcore et punk, ouais, c'est ça. Aujourd'hui on voit plus tellement ça, c'est-à-dire que vous avez les main stage qui gardent cette même logique, évidemment, parce que... Groupe, grosse scène. Exactement, mais... Que ce soit Altar, Temple, surtout la Vallée, vous avez quand même des genres, c'est très poreux. C'est-à-dire que vous avez des journées aujourd'hui, vous avez du gothique, du folk, qui se mélangent. Vous avez She Passed Away qui est sur la Temple, je crois. Ouais, pour le côté un peu musique gothique et exactement. tout. Mais mine de rien, il y a quand même une ouverture et du coup, je trouve qu'il y a un peu cette perte d'identité. Originelle en tout cas. Originelle, exactement, qu'on retrouve et qui avait ce côté un peu, encore une fois, on en rejoint avec les visuels du Hellfest, c'est qu'il y avait ce côté identification. T'avais des gens, c'était des gens Altar, t'avais des gens Temple, des gens Vallée, ils allaient ailleurs, mais globalement, ils savaient qu'ils allaient passer leur journée sous telle tente parce que c'est le genre musical qui leur plaît. Aujourd'hui, c'est pas tellement le cas, et vous voyez des choses assez étonnantes. Vous avez, par exemple, dans la journée de Death, vous avez Unearth, As I Lay Dying, donc encore du corps, vous avez Lorna Shore qui va être mélangé. Loss. Exactement. Qui ressemble à Deftones en plus, enfin, tu vois, genre tu sais, pur métal moderne, hyper bien au demeurant. Mais... Et exactement, du coup, on perd un peu cette identification des scènes. Toi qui passes ton temps sous la Vallée, initialement, ça fait déjà plusieurs années, je crois que c'est un peu le cas. Mais... Clairement, déjà en 2019, il y avait, enfin, du coup, 2019, et même après, en 2022,
Il y avait une journée qui était ultra compliquée avec Killing Joke, Perturbator, Life of Agony. Cette année, il y a The Cult en tête d'affiche. Pourquoi pas dans les faits, hein. Enfin, c'est un bon groupe, mais on a quand même vraiment perdu ce truc un peu original, mais je pense que c'est aussi lié au fait que il y a aussi une perte de vitesse du stoner et du doom, qui étaient des genres hyper vivaces à mi-2010, avec une grosse montée du post-metal qui se retrouve dans la programmation, avec Amenra en tête d'affiche notamment, tous les trucs un peu périphériques, genre The Soft Moon, Birds in Row, qui cartonnent à fond en ce moment, et puis, puis il y avait un peu le côté aussi des cases qui n'ont plus vraiment lieu d'être aussi. C'est-à-dire que genre, évidemment que c'est un peu facile de dire tel l'altar, ça va être le death, etc. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que souvent, il y a quand même s'il n'y a pas de cohérence dans les genres musicaux, il y a quand même souvent une cohérence dans le public intéressé. Bien sûr. Et mine de rien, quand tu mets du death mellow qui va être mélangé avec Asylum Dying, oui, c'est pas le même genre. Sauf que Asylum Dying, c'est des ressorts de death mellow. Clairement, les riffs, etc. Donc on retrouve quand même certains trucs. Alors, il y a quand même des bizarreries. Il y en aura toujours parce que c'est des problèmes de programmation de toute façon, mais je trouve quand même que généralement le public est quand même globalement dans la même lignée. Alors je crois qu'il y a quand même Azéléine, le jour de la suffocation par exemple. Et Bloodbath aussi. Il va falloir se mouiller la nuque, passer l'un l'autre, mais globalement il y a toujours quand même un lien qui se crée, mais c'est un constat malgré tout que les scènes sont très poreuses, quoi, et que c'est souvent la variable d'ajustement. Et on sert aussi des têtes d'affiche de scène pour mettre des groupes qu'on aurait pu mettre en main stage, mais qui maintenant en fait seraient relégués à des horaires limite indignes. L'année dernière, il y avait Sepultura en tête d'affiche de la Altar. Sepultura en main stage maintenant c'est 15h, tu vois, parce qu'il y a tellement plus gros derrière que si tu veux donner 1 heure de jeu à ce groupe qui est mythique, qui est quand même ultra mythique, faut les foutre en scène, tu vois. Mais d'ailleurs, il y a des trucs assez étonnants, hein. Même Asylum Dying, on aurait pu penser que c'était du main stage material. Behemoth qu'on fait quand même plusieurs fois la main stage. Sous la tente, ça va être l'émeute. Et enfin, c'est un truc qui est lié à cette déspécialisation, c'est qu'il y a quand même des changements de genre. Il y a des genres qui passent totalement à la trappe, des genres qui reviennent. Et cette année, grosse absence de heavy, je trouve. Surtout, il y a Maiden qui cache la forêt. Mais il y a un vrai revival, et quand on voit les goûts des programmateurs, c'est impossible en fait de dire qu'ils ne suivent pas l'actualité. Quand tu vois les trucs comme Soul Glow, ce genre de choses, c'est des mecs qui sont vraiment au courant de ce qui se fait de pertinent au sein de la scène. Il y a un vrai revival heavy ces dernières années, porté par Summerland, par Eternal Champion, par Smolder, par ce genre de choses. Et ça, c'est absent. Et c'est criant, quoi, cette absence. Il y a aussi le trash qui est complètement absent. Alors là, pour le coup, c'est plus logique parce que c'est quand même un genre. Pour moi, c'est à l'instar du stoner. C'est un genre qui est beaucoup moins pertinent parce que là, ils ont fait une soirée de trash à papa. T'as une journée. C'est une journée qui est un peu complexe, mais effectivement, il est extrêmement concentré. Moins de stoner aussi, mais c'est pareil, c'est une scène qui est un peu moins vivace. Retour de prog par contre, il y a beaucoup de prog. qui a été très souvent absent ces dernières années. Riverside, Evergrey, Coïdie Cambria, Pucifer un peu vite fait. Le glam aussi, tu vois, genre qui est pas non plus une esthétique qui est hyper plébiscitée. Skid Row, Def Leppard, Motley forcément, Kiss. Donc pas trop mal à ce point-là. Mais pour moi l'élément marquant de cette affiche c'est le corps. Il y a du metalcore partout. Donc on passera sur les Parkway Drive, Motionless in White, Diamity Affliction. Et peut-être le 6ème constat aussi, qu'on pourrait faire le dernier. Et celui-ci fait plaisir. Surtout une journée de finale de Coupe du Monde où on espère que dans 3 heures on va gagner. C'est quand même un petit cocorico, parce qu'il y a quand même pas mal de groupes français et précision, de bons groupes français. C'est clair. Je trouve que cette affiche s'extrait un peu du cliché du groupe français qu'on retrouve. Tout ce qui, avec tout le respect relatif que j'ai pour eux, tout ce qui gravite autour du gros 4, du bal des enragés, ce genre de choses qui... C'est des groupes d'une qualité variable, mais c'est en fait... politiquement correct. Non, mais c'est vrai, tu vois. Mais c'est des trucs qu'on retrouve c'est pas notre guerre. trop fréquemment sur les affiches du Hellfest. Et cette année, il y a encore de nombreux groupes français, mais qui sont un peu en décalé de ça. FNMR, que je vais être content de voir. Decasia, c'est super cool, ouais. Syndrome 81. Et franchement, ça fait un peu plaisir de voir qu'on peut refaire qu'on peut encore mettre en avant la scène française de manière un peu décalée que Tagada Jones, Ultra Vomit, Hysteria, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Donc je pense que c'est le dernier constat un peu global qu'on peut faire, et c'est déjà pas mal. Pour les têtes d'affiche, on a un peu dit tout ce qu'il y avait à dire. C'est assez classique, en vrai. Kiss, du coup, tête d'affiche par défaut, mais en fait, surtout ce qui pour moi pose problème, parce que les noms sont quand même relativement prestigieux,
c'est que elles arrivent tout le temps dans des contextes qui sont pas incroyables en fait. Kiss, l'année dernière, se sont fait choper comme des grosses merdes à faire du playback. Non mais littéralement, la vidéo est ridicule quoi. Et Kiss, tu sais, c'est pratique des tarifs vraiment prohibitifs. Tu dis que bon, ok, il y a un groupe qui fait du playback. Motley Crue, comme vous le savez, ça dépendra, vraiment, ce sera tributaire de la forme de Vince Neil. En fait, dans tous les cas, soit c'est marrant, soit c'est bien, mais il y a quand même des chances, un peu comme Ozzy Osbourne, c'est un peu la tombola. Et un jour sur deux, c'est horrible. Quoi, même Ben Barbo, il était un peu circonspect. C'est ça, le type, j'espère qu'il sera en forme. Et Maiden, qui est une valeur sûre, cette année sont sur une espèce de format qui est très étrange pour eux. Parce que pour remettre dans le contexte, Maiden en fait font 2 types de tournées. Les tournées promotionnelles du nouvel album et les tournées à l'ancienne. Où le titre le plus récent c'est Fear of the Dark. Et cette année, ils font un truc genre hyper hybride, où ils se focalisent sur un album à l'ancienne, Somewhere in Time, qui est un des préférés de beaucoup. Moi, c'est celui que j'aime le moins dans des trois, de la triplette. Ouais. Mais bref, celui-ci et Senjutsu, leur dernier en date. Donc, format un peu hybride sur un album qui est pas le plus accessible d'une part, et sur un dernier qui a été, encore une fois, aussi assez fraîchement accueilli. Donc on sait pas ce que ça va donner, ouais. Clairement, ouais. Si tu rajoutes en plus tous les indéboulonnables de Maiden, c'est-à-dire les 10 titres qui sont pas le droit de pas jouer, les Run to the Hill, Number of the Beast et tout, moi je suis assez curieux, j'aimerais bien voir la setlist avant de m'engager là-dessus, ouais. Slipknot aussi qui est pas dans une grosse dynamique. C'est ça, Slipknot qui est en promo. C'est toujours une grosse dynamique, mais l'album a laissé beaucoup de gens. Qui est sur une promo d'un truc dont les gens se foutent. Parkway Drive, c'est pareil, ils ont laissé pas mal de gens sur le carreau. Sum 41 l'année dernière, c'était déjà, ils étaient déjà là l'année dernière sous la Warzone. Je me rappelais même pas qu'ils étaient là. Si, exactement, ils étaient sous la Warzone, c'était blindé, donc ils refont ça en plus gros. Donc il y a un mélange de vieux, il y a quand même un espèce de petit, c'est pas un revival, mais années 90, années 2000, vous avez vu sûrement passer le festival à Las Vegas et le festival Young. Exactement, et ça fonctionne quand même plutôt bien, donc on retrouve un peu ce délire de groupe, un peu du punk rock adolescent. Ça pour les mecs qui ont 40 ans maintenant, quoi. Exactement, ou voire plus mec. Donc au fond, il n'y a pas de grande surprise sur cette tête d'affiche, sur cette partie-là en tout cas, il y a du vieux truc. En gros, les réelles surprises. Il y a Pantera. Il y a Pantera, évidemment. Et Teenage D, qui est en fait le truc qui a été le mieux accueilli. Sur les commentaires, tout le monde était vraiment ravi de la venue de Teenage D, qui est un des seuls gros noms que le Hellfest n'avait pas encore fait venir. Ils ont leur public, c'est quand même... c'est drôle, tu vois, genre c'est pas non plus... c'est assez bon enfant. Ça peut être un bon moment. Ça peut être une bonne surprise. Et c'est typiquement le truc que tu verras qu'au Hellfest. Que tu iras jamais voir en salle. Non, mais je pense que le seul réel débat qu'il y a eu, c'était effectivement pas trop Tenacious D. Les gens se sont dit c'est MGK, c'est évidemment Machine Gun Kelly. En fait, moi je connaissais pas gros. Je savais pas ça. Mais en fait, on pourrait faire une vidéo de 20 minutes là-dessus, on va pas s'y attarder, mais effectivement ça allait créer débat parce que la personnalité du type fait débat. Ouais. Le mec passe plus de temps sur TMZ et Blabbermouth à faire des commentaires sur tous les autres et à se clasher avec des gens qu'à faire de la musique. C'est une vision un peu pop, rock, metal, rap qui se mélange complètement et qui plaît pas du tout au public ancien du Hellfest. Et anciens, je dis pas que les vieux, je dis ceux qui venaient il y a quelques années, donc ça correspond à une évolution du public, encore une fois c'est une ouverture. Ben Barbo a dit je suis plutôt confiant mais il faudra voir comment c'est reçu, etc. Franchement on n'est pas sûr de la réception de ce groupe-là. Encore une fois, voilà, c'est... Chaque année, il y a un truc comme ça. L'année d'avant, c'était Baby Metal qui avait annulé au final, quoi. Ouais. Mais bon, de toute façon, en fait, Barbo, il demande pas votre avis, et je pense qu'il y aura du monde devant. Il y aura certainement plein de monde, et probablement pas nous, mais... Probablement pas nous. Mais encore une fois, ça correspond à l'ouverture du public au Hellfest. En fait, moi, je suis pas... c'est une surprise, mais au final, je suis pas choqué de le voir. D'autre part, en fait, les gens gueulent, mais genre, mec, une sous-tête d'affiche, genre, dont tu te branles, mais c'est un luxe, en fait, va manger. Enfin, non mais c'est vrai, tu vois. En fait, les gens gueulent plus. Ceux qui en avaient rien à foutre de Metallica. C'est ça, exactement. S'en rappelleront des concerts qu'ils ont fait pendant ce temps. C'était Orange Goblin, non ? Ouais, c'était Orange Goblin. Donc oui, nécessairement. Mais c'est vrai que du coup, forcément, ça fait parler. Parce que à chaque année, on a l'impression que le Hellfest pousse un peu le curseur dans certains. Les Bloody Beetroots l'an dernier, ça pousse. Alors Bloody Beetroots, c'était sur une scène, c'était sous la vallée, etc. Mais là, c'est quand même une grosse tête d'affiche, malgré tout. Et ça va nécessairement faire débat et ça va faire tout le monde. Il y a 176 groupes légitimes, laissez tomber, allez manger une assiette indienne à 10 balles et profitez en fait. Et ça ira très bien comme ça. Si on zoome un petit peu sur la programmation, on peut observer aussi pas mal de choses.
Déjà, l'année dernière, il y a eu énormément d'annulations qui étaient liées forcément au Covid, aux groupes américains qui n'étaient pas sûrs de pouvoir venir, ce genre de choses. La plupart des annulés ont été reprogrammés, et pas des moindres d'ailleurs. Les Code Orange, Crowbar, Hatebreed, et encore plus gros, genre Meshuggah, Katatonia, Monster Maniac aussi, Incubus aussi. Incubus, ouais, qui était en 2020. Je crois que c'était une annulation Covid en 2020, c'est ça, tout à fait, ouais. The Who, qui eux, c'est pareil, ont totalement pété ces dernières années. Il y a des retours aussi, après de nombreuses années. Porcupine Trees, depuis 2008. Quand ils vont découvrir le site du festival, je pense. The Obsessed, je sais pas si t'avais suivi The Obsessed, c'est n'importe quoi. Le mec, en fait, a été interdit de territoire pendant 10 ans. Parce qu'il s'est fait serrer avec de la meth. Il s'est fait serrer en tournée avec de la meth. Expulsé d'Europe. Et manifestement, sa peine vient de prendre fin. Donc j'ai hyper hâte. Et, de partager de la meth avec lui. De partager de la meth avec lui, exactement. Évidemment. On l'embrasse. Il y a aussi Goroth qui revient, je crois que ça fait de 2012. C'est ça, Fils de Nephilim, 2010. 2010, aussi, ouais. Donc il y a quand même pas mal de groupes qu'on n'aura pas vu depuis. C'est pas une première, mais qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et surtout, le Hellfest a fait l'effort et a été un peu grand seigneur là-dessus de reprogrammer ceux qui ont annulé pour X ou Y raison. Ouais. Système n'a pas été reprogrammé manifestement parce que il tourne pas à ce moment-là, puis c'est toujours compliqué. Système. Des exclus apparemment, Venom Inc. Qui vont jouer black metal en entier. Je sais pas si c'est une exclue. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un set spécial. Ils vont jouer l'album de 82 en intégralité. Je crois que la seule exclue qui a été annoncée, enfin en tant que tel, qu'on a décelé, c'est Mind Force. Ouais. Donc un groupe de hardcore américain que nous on connaît. Moi je connais pas du tout, mais après c'est pas ma cam le hardcore particulièrement. Mais je crois que c'est la seule exclue, ce qui est pas qui a été mentionné comme tel. Il y aura peut-être d'autres. Après, il doit y avoir des exclus françaises, genre Maiden, ça doit être exclu française, Motley Crue, ça va être exclu français aussi, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Mais c'est pas d'exclus de tournée, quoi. C'est ce qui est certain. Il y a quelques curiosités quand même. Ouais. La première, c'est le retour de Hetz, c'est un des 3 trucs qui a vraiment fait parler tout le monde avec Machine Gun Kelly et Tenacious D. Retour de Hetz avec Candice, j'en ai rien à foutre, mais pourquoi pas. Genre les gens ont l'air hyper contents et effectivement t'as 30 ans, c'est ton enfance, tu vois, genre c'est quand même, ça fait assez plaisir. Et pas mal de groupes qui n'ont pas encore sorti de trucs, qui sont assez hauts. Elegant Weapon, qui est un super groupe avec des super, ouais, y a pas mal de c'est ça, des mecs de Judas Priest et le chanteur de Rainbow. Il y a quoi? Il y a Legion of Doom, ouais, c'est All Star Band avec des mecs de Saint Vitus, de Corrosion of Conformity, il me semble. Exactement, il y a Empire Trouble. Ouais, il y a Empire State Bastard qui me. Tout à fait, ouais. Je me demande vraiment ce que c'est parce que c'est un mélange des mecs de Biffy Clyro avec Dave Lombardo. Dave Lombardo, ouais, ça peut être. Tu sais, un peu à la Dead Cross ou ce genre de choses. Je demande vraiment à voir ce que je vous avoue que Mutwind Man aussi en exclu qui fait assez plaisir, enfin première fois et ça fait plaisir. Greg Puciato, le mec de Dillinger Escape Plan qui était là l'année dernière. Pourquoi pas. Et plus que les exclus et les présents, il y a quand même des absents qui sont assez. Il y a des absences qui sont quand même assez criantes. La première c'est Brutus. Le Hellfest est hyper sensible. Tu vois que les mecs, on l'a déjà dit, mais les mecs écoutent du son, tu vois, genre Soul Glow, tu vois, genre. Ça fait surtout sur la partie Warzone Valley où le programmateur, encore une fois, on l'a vu, il a l'air hyper pointu et Roadburn et tout, et il sait ce qu'il fait. Brutus, qu'on sorti un album qui a buzzé à mort, qui est pas là cette année, qui est au Graspop, je pense que c'est un problème de planning. Pas de Trivium, alors qu'il me semble qu'ils sont annoncés à côté. Alors ils seront, je crois, en février à Paris, mais c'est assez étonnant parce qu'ils sont dans beaucoup de festivals cet été. C'est ça. Il y a toutes les têtes d'affiche qui étaient là l'année dernière, qui de fait sont absents. Ghost qui était en exclusivité l'année dernière, Gojira aussi. Exactement. Et moi, il y en a 2 qui me. Il y en a 3. Moi, il y en a 2, il n'y a pas de Bellacore, alors qu'ils sont dans pas mal. Mais c'est vrai qu'ils sont plus au mois d'août, donc c'est peut-être une question de tournée. Exactement. Pas de Shadow of Intent. Ça, ils sont dans pas mal de trucs. Toi, t'en as rien à foutre. Mais moi, ça me fait pleurer. Est-ce que Shadow of Intent plus Lorna Shore dans le même festival, ça aurait été plutôt chouette. Tu te serais fait le plaisir. Exactement. Moi, il y a vraiment 3 absences qui. Bon, il y en a une qui me concerne et deux qui me surprennent, plus qui me. Evanescence, qui est pas présent alors que c'est au festival. Ça, je sais que ça te fait mal. Non, c'est vrai. Non, plus sincèrement, l'année dernière, il y a 3 ans, je crois, Reformation Dismember, groupe absolument culte de Death à l'ancienne. Ils sont partisans, ils sont brutal assaut, ce genre de choses. T'as le pognon pour les mettre en tête d'affiche et pour, tu vois, genre, tu sais, asseoir un peu ton prestige. Il y a pas de Death à l'ancienne, donc ça aurait un peu compensé, tu vois, genre ça aurait été un peu comme le Heavy, genre l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Tu fais du Dismember, c'est ça, ouais, clairement. Biohazard, annoncé au Motok aussi, line-up originel. Étrange que ça se fasse pas une tête d'affiche de la Warzone, alors que c'est quand même un groupe qui est ultra fondateur. Et le seul groupe qui a pas été reprogrammé alors qu'ils sont en Europe, et vraiment ils sont partout à 2 semaines, c'est Turnstile. Et Turnstile, enfin tu me connais, hein, j'ai une affection de ouf pour ce groupe. Annulé 2 semaines avant. Ce qui se dit dans les couloirs, c'est que c'est des soucis contractuels, c'est-à-dire que les mecs ont essayé de renégocier un peu leur contrat parce qu'ils ont buzzé de ouf, quoi.
Peut-être que ça s'est mal passé. C'est élégant, ouais, c'est ça. Et effectivement, mais ils sont 2 semaines avant, ils sont au Rock am Park. Ils seront en Europe à ce moment-là. C'est pareil, enfin, c'est une tête d'affiche évidente de Warzone qui aurait bien fait plaisir. Manifestement, il y a peut-être un petit bif entre eux et l'organisation. J'espère que c'est pas trop grave et qu'on les verra dans pas très très longtemps. Parce que j'ai vraiment hâte de revoir Tensei, frère. Je sais. Malgré des orientations contestables et contestées, encore une fois, il y a 177 groupes, il y a forcément des trucs qu'on crève d'envie de voir et on se fera quand même plaisir. Ouais. À titre personnel, j'ai énormément envie de voir The Obsessed, qui est un projet que j'affectionne vraiment de ouf, et Fields of the Nephilim. Moi aussi, et je crève d'envie de revoir Bone Gripper. Quand je les ai vus, mais qu'est-ce que ça m'a fait plaisir, tu vois. Bone Gripper et Monster Magnette. Après, je me ferai toujours plaisir sur des clutches que j'ai vus il y a pas si longtemps. Mais qu'on a toujours plaisir à voir. Ouais, petit behemoth bourré le jeudi soir, tu vois, genre ça fera plaisir aussi. Tu viens d'avoir une Flames avec moi vu que t'es passionné par le Death Mellow. Exactement, tout à fait. Non, je te tiendrai la main. Ouais, évidemment. Non, mais il y a pas mal de groupes qui donnent envie. Hein, Motley Crue. Moi, j'aime beaucoup Motley Crue. Genre, au pire, je rigolerais, tu vois. Non, en fait, ouais, t'y vas presque en te disant... Si c'est une catastrophe, c'est cool. Parce que, objectivement... Si c'est nul, je rigole. Si c'est bien, je m'ambiance. Il y a aucun... Enfin... Il y a pas de point négatif. C'est ça, exactement. Motley Crue, ça va être mortel. Non, il y a vraiment des groupes qui donnent envie. Genre, moi qui aime beaucoup le death mellow, qui aime jamais le metalcore, je suis désolé. Shame. Voilà, voir In Flames, voir Lorna Shore, même Municipal Waste, leur dernier album qui est neuneux à mort. Ça fait toujours plaisir. Ouais, je sais que c'est une attente un peu ridicule, mais moi j'aime quand même de plus en plus le prog, je m'y mets parce que je vieillis. Donc le prog, revoir Porcupine Tree, franchement ça me chauffe bien depuis tout le temps. T'as des mecs qui se foutent au squash, toi tu te fous au prog, tu vois, genre tu sais vraiment le truc 35 ans devenir chiant, tu vois, genre. Ah mais c'est exactement ça. Donc... Il y a pas mal de petits groupes qui font envie, mais qu'on peut voir dans de meilleurs contextes du Hellfest que le Hellfest. Ouais. Mais vraiment mec, début de journée, End, espèce de hardcore qui mélange hardcore et metal extrême, super. Spirited Rift c'est cool aussi, Decasia ça va être sympa. Soul Glow aussi, encore une fois, ça va être très très cool. Il y a vraiment de quoi faire. Non, mais en vrai, c'est pas forcément les meilleurs contextes pour les voir quand c'est sur les main stage. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui disaient pourquoi Lorna Shore par exemple est pas sur la main stage, mais en fait tant mieux. Ouais. Parce que c'est quand même des groupes qui sont cool en club. Unearth, que j'aime beaucoup par exemple, je suis très content de le voir dans une tente parce que c'était sur la main stage, t'as à peine plaisir à les regarder, tu vois. Donc ça pour le coup, ça va être des. Non, il y a quand même quelques bons trucs. De toute façon, il y aura toujours des gens qui râleront sur l'affiche du Hellfest. À juste titre, parce que ça. Mais globalement, il y a quand même de quoi se mettre sous la dent cette année, sauf encore une fois pour les gens qui sont vraiment dans. Avant l'ancienne. Mais de manière générale, en fait, si la réception de l'affiche du Hellfest a dérangé, en fait, c'est moins lié à la qualité de l'affiche que à ce qu'elle dit en fait sur l'évolution de la scène, de l'événement et tout. Les groupes fondateurs, dans tous les cas, il y en a de moins en moins. Ils sont de plus en plus vieux, ils sont morts, ils sont séparés, ils sont plus là de manière générale. Ouais. Et du coup, les têtes d'affiche sont des groupes qui sont, c'est bête à dire, mais qui sont un peu promus, entre guillemets, des trucs des années 90 qui prennent de plus en plus d'importance. Et donc, en fait, certaines esthétiques qui ont marqué l'histoire du genre sont aussi moins représentées parce qu'en fait, elles sont moins écoutées, tu vois. Ouais. Et les gens n'ont pas une approche nécessairement historicisante du genre et écoutent ce qui colle à l'époque, c'est-à-dire des choses qui sont peut-être un peu moins important au niveau de l'histoire, mais qui cartonne actuellement. Complètement, et ça va certainement renforcer un peu la fracture, entre guillemets, sur la logique des anciens Hellfesters et des nouveaux, parce que objectivement, de voir Parkway Drive, de voir Architects par exemple, qui sont des grosses têtes d'affiche maintenant, si vous êtes années, c'était inimaginable. Exactement, et c'est un fait, hein, mais ça correspond encore une fois plus à l'évolution d'une manière générale de la scène, du public du Hellfest, ouais, bien sûr. Et ça suit cette logique. Parce que le Hellfest a effectivement développé sa marque, et il attire de nouveaux newcomers, des primo-participants, et c'est des personnes qui sont peut-être moins connaisseurs, mais qui sont in fine tout aussi légitimes en fait. Ouais. Et si vous avez fait, notre public et nous, tu vois, genre, tu sais, on est peut-être les personnes qui ont fait que le Hellfest est devenu ce qu'est devenu le Hellfest, tu vois. Parce que ça a été... Et on est là depuis le début, on a été... Tout à fait, et c'est aussi un festival qui a une extrêmement bonne réputation près des riverains, qui s'est institutionnalisé, ce genre de choses. Mais en fait, on n'est plus le cœur de cible, et le monde continuera à tourner sans nous, sans vous, et sans nos avis péremptoires. Bonne fête, et allez les bleus.